A continuación vamos a comenzar con la primera ciclo, que sería alrededor de las interrogaciones clínicas en el trabajo con adolescentes. Voy a solicitar a Jean-Luc que sí se quede en la mesa, puesto que es el moderador de este encuentro. Y pedimos a Ana Pacurucu, a Cindy Motrier y a Anne-Christine Francart que puedan pasar adelante. Recordando las palabras al abrir este encuentro, sobre todo para los expositores, es que para poder concluir con tiempo cada una de las mesas, les pedimos respetar los tiempos de exposición de 15 minutos cada uno, cada una. Gracias. Bueno, voy a hablar en francés ahora. Bonjour, donc on va démarrer par une première série de conférences qui s'articule autour autour d'interrogations cliniques dans le travail avec des adolescents. Ce seront des interventions cliniques qui vont être faites successivement par Ana Pacurucu, qui est professeure et chercheuse à l'université de la Soaille, qui est psychologue clinicienne, qui travaille dans le domaine de la psychopathologie infanto-juvénile. Et puis, ce sera Cindy Motrier, qui vient de l'université libre de Bruxelles et qui travaille également dans une institution médico-pédiatrique en Belgique. Et puis Anne-Christine Francart, qui vient de l'Université catholique de Louvain, qui travaille dans un hôpital, dans le service de pédiatrie, et qui est également dans l'orientation psychanalytique. Je vais vous donner les titres de la première conférence. D'abord, le titre de la première conférence, Comportamiento social en los adolescentes durante la pandemia, trabajo terapéutico. Doctor Ana Pacurucu, je vous donne la parole. Buenos días con todos, con todas. Bonjour. Es el único francés que sé, pero bueno, ahí voy. Como decía Jean-Luc. ¿No se escucha bien? ¿O simplemente más solo? Hola. ¿Sí? Ya. Como decía Jean-Luc, yo soy psicóloga clínica. Sí, trabajo básicamente con niños y adolescentes. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención durante este periodo, como decía Verónica, 2020 fue un año dormido, probablemente. En el Ecuador todos pensamos, cuando llegó la pandemia, uy, qué bueno, vacaciones. Sí, tanto para los adolescentes como para todos los que somos docentes y todos los que estamos trabajando con eso. Sin embargo, la pandemia, sí, o el COVID-19, no sé quién me ayuda a pasar las diapositivas.
Este era lo que la mayoría de los chicos dijeron, que bueno que no hay clases, los padres de familia dijimos vamos a descansar y en realidad los primeros 15 días fueron, como decía antes, vacaciones. La siguiente, por favor. La llegada del COVID, que inicialmente fue como descanso y que nos llevó a un confinamiento, donde nos dimos cuenta de que esta nueva virtualidad o esta nueva forma de proceder hacía que tengamos a nuestra disposición varios dispositivos electrónicos y que la primera dificultad que notamos fue el uso de ellos o la escasez de ellos para continuar con nuestro ritmo de clases de educación. También todos los adultos pasamos a esta modalidad de teletrabajo de la cual fuimos aprendiendo sobre la marcha y todos, aunque no nos hayamos dado cuenta, sufrimos algún tipo de alteración. Plan Internacional, en una de sus encuestas realizadas durante el 2020, dijo que el 88% de las personas había sufrido algún trastorno de ansiedad en países como Brasil, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, ¿sí? Y algunos más. La siguiente, por favor. La convivencia a las que nosotros fuimos expuestos durante nuestro periodo de pandemia y confinamiento, siguiente. Nos trajo también alteraciones del sueño, de la alimentación, básicamente las dos alteraciones principales. Mucha gente se dio cuenta que vivía con una familia extraña, que una familia que no conocía, porque estábamos acostumbrados a vivir hacia afuera, ¿sí? Y que compartíamos pequeños espacios, casa adentro. Y esta convivencia también se limitó al uso de pantallas. Todo esto, como ya dije antes, trajo ansiedad, temor y muchas veces depresión. Siguiente. Algunas de las cifras internacionales que nos dan cuenta de cómo estuvimos afectados fueron las que nos dan la OMS, donde dice que 1 de cada 7 adolescentes tiene algún trastorno de salud mental. También entre el 3.6% de adolescentes de 10 a 14 años y el 4.6% de 15 a 18 años tuvieron algún trastorno ya de ansiedad, ¿sí? Orgiles en el 2020 también menciona que en España el 89% de los niños presentaron alguna alteración conductual o emocional. Y uno de los estudios que se realizó en la ciudad de la que yo vengo menciona que el 45% de los estudiantes entre 15 y 19 años, especialmente las mujeres, presentaron ansiedad social. La siguiente, por favor. Mi trabajo como psicoterapeuta, basada básicamente en la atención a adolescentes, durante el periodo de pandemia 2020 realmente se quedó también estancado, se hacían pequeñas consultas telefónicas, pero ya en el 2021, alrededor del mes de marzo, podría decir tranquilamente hace un año, las demandas comenzaron a subir. ¿Por qué? Porque los chicos, después de haber tenido 6 o 7 meses ya de educación virtual, comenzaron cada vez más a apagar sus pantallas y esto provocaba el malestar por los profesores. En la unidad educativa no se sabía trabajar, pero además los padres o los cuidadores que estaban con ellos en casa reportaban muchas dificultades de tipo físico y emocional que los chicos mencionaban. Yo presento ahora 3 pequeños casos que fueron los que atendí y que realmente muestran este proceso de ansiedad social en diferentes formas. Marcelo, un chico de 14 años de 10º de básica, es un estudiante promedio, contento por no ir al colegio porque habían menos tareas. Es un chico que tenía un ligero sobrepeso y que se adaptó fácilmente al uso de pantallas. En ese periodo, su madre dio a luz también a su hermano pequeño y él, una de las cosas que mencionaba con mucha facilidad es que era fácil mantener la pantalla apagada porque era un curso numeroso y por lo tanto
no se notaba cuando faltaban, solamente estaba por la situación de cuando le tomaban lista, él tenía prendida la pantalla y después la cerraba. Siguiente, por favor. Sin embargo, el momento fue que cuando él en su casa estaban acostumbrados, había mencionado que la madre dio a luz, pidieron una pizza a domicilio, sí. La madre era siempre, como en muchos lugares, la que estaba a cargo de todas las situaciones. Ese día no pudo ella recibir la pizza y le pidió a este chico que la reciba. Se puso nervioso él porque no encontraba la plata para pagar esta situación, y cuando abrió la puerta, la cara de sorpresa que él reporta es que el repartidor de pizza le miró como con admiración y él interpretó que le decía: qué gordo que estás, ya te vas a comer otra pizza. Y a partir de ahí él comienza a desarrollar mucha dificultad para salir a comprar en la tienda, a hacer a cualquier otra actividad que no sea dentro de la casa. Él asumió el cuidado de su hermano menor, lo hizo muy bien durante el año y un pico más. Él le daba el biberón, le cambiaba los pañales, todo, pero no se le podía pedir que se haga nada fuera de casa. Poco a poco la intervención se fue trabajando un poco este temor básicamente la vergüenza, que es lo que apareció, y sobre todo el apoyo paulatino que el padre varón se le solicitó que haga, porque bueno, la madre cumplía este rol de su rol nutricio dentro de la casa y no hacía tampoco actividades fuera. Sin embargo, el padre sí lo hacía. Comenzamos por tareas pequeñas como salir en bicicleta por espacios pequeños, después fue hacer las compras para la casa, sea en el supermercado o en el mercado, y poco a poco, viendo que ya la reacción de la gente era diferente y que no era el único chico que tenía sobrepeso, la ansiedad fue bajando. El septiembre del año pasado, que ya comenzó las actividades de forma semipresencial, el momento que él volvía al colegio, uno de los mayores temores era ver realmente la reacción de sus compañeros. Se le preparó, se trabajó mucho en esta visualización de que todos podían estar cambiados, y ventajosamente se obtuvo que cuando él volvió al colegio era uno de los chicos más altos. Estaba gordito todavía, pero era de los chicos más altos, o sea, todos sus compañeros se habían quedado más bajitos, y efectivamente ese momento comenzó, ya había comenzado en las vacaciones, un plan nutricional para bajar de peso. Con esto quiero decir que en realidad la experiencia fue positiva, pero es esta parte de la interpretación que vamos haciendo. Siguiente, por favor. Allá está, estamos ahí. Después estuvo esta chica que se llama Kelly, bueno, los nombres están cambiados, 13 años, octavo de básica, el primero de la secundaria. He puesto aquí la caricatura de Alberto Montt, que es un chileno que justamente durante la pandemia se dedicó a trabajar mucho sobre la ansiedad, y están los síntomas físicos. Esta niña o preadolescente desarrolló básicamente la situación, muchos síntomas físicos, tenía palpitaciones, náuseas, vómito. ¿Por qué? Era una muchacha que estaba muy bien, que se adaptó al confinamiento, pero tenía dificultades con la profesora de matemáticas. ¿Cuándo surgió el problema en ella? Cuando no pudo explicarse o no entendió bien lo que había pasado. Siguiente, por favor. Y la siguiente también tenemos el último caso que yo quería presentar es el de una chica que se llama Lucía, 14 años, en donde ella había sido tímida desde pequeña, pero una de las cosas que tenía en su cabeza rondándole era que no prendía la cámara, básicamente porque pensaba que sus compañeros le iban a tomar una foto y después, con alguna cara extraña, ven que a veces a uno se le paraliza la cara o se va al internet, y eso iba a difundir. Ese era el temor que ella tenía. En todos los casos, como ya había dicho, se buscó un tema de acción. Siguiente, por favor. Con Marcelo se trabajó a través de las figuras de colección que, como podemos, él era
coleccionista de Transformers. Con Kelly se trabajó toda la parte de reconocimiento físico, biológico, y con Lucía trabajamos más que desde la parte cognitiva en evitar sus distorsiones, más bien desde la parte emocional de reconocer que todos podemos tener momentos bochornosos o de vergüenza, ¿sí? Finalmente, las conclusiones, ¿podemos adelantar, por favor? Una de las cosas que aprendimos conjuntamente, porque quiero decir que yo también las aprendí, fue el de reconocer el cambio frente a estas situaciones de pandemia. Nadie sabíamos cómo reaccionar. No es como cuando a uno le dice me voy a casar y todo el mundo le dice sí, qué bueno, o no, qué malo, o lo que sea. O cuando te dices me voy de viaje, así. No, esto fue algo totalmente nuevo. También fue muy interesante darse cuenta con los chicos de que podíamos tener tristeza, rabia y vergüenza, que era algo que por ahí ellos no lo tenían asumido o no lo habían aprendido o no les estaba permitido sentir, y a su vez brindar las estrategias necesarias para poder afrontarla. Finalmente, todos descubrimos que estos chicos tenían un sentido de autoeficacia y de responsabilidad muy fuerte, y un poco el trabajo también se centró en disminuir este tipo de metas, ¿sí?, en todas sus áreas. Y lo que más costó, que fue lo que más me llamó a mí la atención también, es que ellos se creían autosuficientes y la necesidad de pedir ayuda fue como la válvula de escape para poder seguir adelante. Muchas gracias, esta ha sido la experiencia clínica. Muchas gracias. Je donne maintenant la parole tout de suite donc à Cindy Motry de l'Université libre de Bruxelles, de l'Université de Mons aussi, et du Centre médico-pédiatrique des Clairs-Vallons pour une conférence dont le titre est « Maternité, adolescente et filiation ». Une question. Une mise en corps pour forcer l'autonomie. Voilà, je te donne la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente d'être ici en Équateur. C'est la première fois pour moi que je viens en Amérique latine et donc évidemment aussi en Équateur. Alors, je vais vous présenter en fait le fruit d'un travail de recherche que j'ai mené il y a quelques années. Et j'ai eu beaucoup de plaisir, donc c'est un travail de recherche que j'ai mené en Belgique. Et j'ai eu beaucoup de plaisir, je dois vous dire, à tenter de chercher... Ça va le son ? De chercher les chiffres pour l'Équateur. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Donc j'espère que je vais pouvoir vous faire passer cet intérêt que j'ai eu à préparer cette communication. Alors, il faudrait que quelqu'un appuie pour faire avancer les slides. C'est là-bas. Ok. Donc, je vous propose d'abord de poser un peu le cadre et le contexte de ces grossesses. Donc j'ai fait quelques fouilles dans les... Je ne parle pas espagnol, mais j'ai un petit peu cherché, des collègues m'ont aidé pour trouver les chiffres. Donc on considère... Alors c'est des chiffres qui valent ce qui valent évidemment, puisque ce n'est pas des études qui ont été faites par les mêmes organisations. Donc par exemple, on considère dans une étude qui a repris des chiffres de 2004 à 2020... qu'en Équateur, on a 64 jeunes filles de 15 à 19 ans sur 1000 qui ont un enfant. En 2021, des chiffres que j'ai trouvés dans El Universo, on parle de 111 jeunes sur 1000 qui ont un enfant. Donc évidemment, c'est les jeunes qui ont été répertoriés dans les bases de données, donc on peut imaginer que c'est plus. Aux États-Unis, c'est des vieux chiffres de 2001, on considère qu'il y a plus ou moins 55 jeunes sur 1000 de 15 à 19 ans donc, qui ont un enfant, et en Belgique c'est 21 sur 1000. Le slide je l'ai mis à jour hier soir, donc vous n'avez pas vraiment le chiffre le plus récent. Donc en 2013 j'ai trouvé un chiffre de 21 jeunes sur 1000 qui ont donc un enfant de 15 à 19 ans. On peut avancer 2 slides en fait. Donc on peut arriver sur le slide encore un. Voilà, merci. Alors,
On va parler un peu de la Belgique. Donc, du côté de la Belgique, il y a évidemment plusieurs facteurs qui sont impliqués dans la compréhension de ces grossesses et maternités adolescentes. On épingle 2 facteurs principaux. Le premier, c'est le décrochage scolaire qui est lié à des inégalités. Donc, vous verrez qu'en Équateur, c'est la même chose. Donc, les inégalités dans l'éducation mènent à un taux de maternité beaucoup plus important. C'est la même chose en Belgique. Et également, quelque chose qui revient quand même assez souvent, c'est le faible niveau d'attente en termes de projet d'avenir pour ces jeunes filles. On peut passer. Alors, du côté de l'Équateur, il faut savoir, donc j'ai trouvé des chiffres dans un rapport de l'UNICEF, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner le lien, donc qui date de 2014. L'Amérique latine et les Caraïbes sont la région du monde où la fécondité des adolescentes est la plus élevée après l'Afrique subsaharienne. Et l'Équateur a le taux de grossesse adolescente le plus élevé d'Amérique latine. Donc par exemple pour l'Équateur, j'ai trouvé des chiffres donc voilà, vous avez les références qui sont là. On parle de 12% d'adolescentes de 10 à 19 ans. Donc c'était formulé du côté de adolescentes. Moi je me suis permise d'ajouter enfants, parce que je ne pense pas qu'à 10 ans on puisse parler d'adolescence, qui ont été enceintes au moins une fois dans leur vie. C'est quand même énorme. 78% des grossesses adolescentes sont le fait de jeunes filles âgées de 10 à 14 ans. 80% de ces grossesses adolescentes sont liées à des abus sexuels. C'est quand même un chiffre aussi qui est très important et qui parle de la violence importante que vivent les jeunes filles dans leur corps autour de ces maternités adolescentes. Alors en Équateur, les facteurs importants qui sont épinglés par Rodriguez dans ce rapport de l'UNICEF parlent de difficultés de la société à reconnaître ces jeunes filles comme potentiellement actives sur le plan sexuel. Et donc ça mène à des politiques, à une absence de politique en fait de prévention et de mise à disposition de contraception ou de moyens contraceptifs et d'éducation à la sexualité aussi. Et comme je l'avais dit, pour la Belgique, en Équateur, on retrouve le même phénomène d'inégalité, c'est-à-dire qu'une jeune fille qui a un niveau d'instruction faible va avoir 5 fois plus de risques de devenir mère. Et donc c'est également du côté du projet de vie, et donc la grossesse va donner sens à la vie. Voilà, donc ça c'est le rapport de l'UNICEF si ça vous intéresse. Alors, ça c'était pour poser un peu le contexte dans nos 2 pays. Maintenant je vais vous parler, alors assez rapidement puisque le temps m'est compté, de la notion de lien filiatif, parce que en Belgique j'avais étudié les maternités, pas les grossesses, mais les maternités adolescentes. En Belgique, on a plus d'accès quand même aux IVG, donc aux avortements. Et donc la dynamique qui est de décider de garder un bébé, voilà, je l'avais envisagé autrement que le fait de tomber enceinte. Alors, pour définir les liens filiatifs, j'épingle 2 notions principales. On a tout d'abord la filiation instituée. Elle est définie comme la filiation légale. C'est les liens au niveau de l'état civil. Je suis fille de, je suis mère de. La filiation psychique, par contre, elle va se construire en appui sur la filiation instituée, mais elle est tout à fait intrapsychique et imaginaire. On va personnellement se construire des liens imaginaires qui constituent donc cette filiation psychique. Ça implique un sentiment subjectif d'appartenance à un groupe familial. Donc c'est évidemment en appui sur les liens institués, mais c'est vraiment un travail intrapsychique de réappropriation de cette filiation instituée. Ça nécessite une reconnaissance. Les ascendants vont reconnaître leur descendance et vice-versa. Alors, dans ce travail, et c'est là, je dirais, ce qui me paraît le plus important dans la communication que je fais aujourd'hui, je me suis appuyée sur le modèle de Marika Moïsev, qui est une ethnologue, psychothérapeute de famille parisienne, qui donc, je trouve que c'est vraiment un modèle intéressant pour penser la transition vers l'âge adulte qui se joue dans la période adolescente. Donc elle va définir que les liens aux parents peuvent se définir de 2 manières. On aurait 2 états d'être enfant de nos parents. Le premier état s'inscrit dans une dépendance nourricière, c'est-à-dire que le petit enfant, il est dépendant de ses parents pour sa survie. Donc les parents vont le nourrir,
s'occuper de sa sécurité affective, de sa sécurité de base. Et donc, c'est vraiment les parents qui vont être les pourvoyeurs de soins pour sa survie et pour son bon développement. Alors, à l'adolescence, le lien aux parents est censé changer, c'est-à-dire que le lien de dépendance nourricière va diminuer. Les parents ne vont plus baigner leur enfant, il est censé prendre sa douche tout seul, pour donner un exemple plus concret. D'une certaine manière, la porte de l'intimité est censée se fermer. Donc ça, c'est un des aspects. Mais ce qui est important dans ce modèle, c'est que le lien de dépendance et d'état d'être enfant de ses parents va changer. On n'est plus dans un lien nourricier, mais il est censé y avoir une modification des liens qui mène à ce que le jeune entre dans une relation filiative à la société. Donc, c'est-à-dire que c'est des deux côtés. Donc, c'est-à-dire que le jeune doit pouvoir lui-même entrer dans ce nouveau réseau, dans ce nouveau rapport à sa famille et à la société, mais les parents sont censés, eux aussi, transformer ce lien et autoriser le jeune à entrer dans une autre façon d'être au monde. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans le cadre des maternités, c'est que Marika Moïsef explique qu'à l'adolescence, le jeune a les fonctions qui lui permettent de se reproduire. Il a les organes génitaux qui le mènent à être capable de porter la vie. Mais pour pouvoir entrer dans une relation filiative à la société, il importe que les parents transmettent à leur enfant les pouvoirs reproducteurs ou, je fais le lien avec ce que Jean-Luc disait tout à l'heure, la notion de responsabilité relationnelle. C'est-à-dire que les parents vont engager le jeune dans un réseau, une espèce de superstructure symbolique qui va mener le jeune à avoir un rapport à la société tout à fait différent que dans la dépendance nourricière. Est-ce que ça va ? Donc c'est vraiment cette notion de transmission des pouvoirs reproducteurs. C'est-à-dire que les parents vont se mettre eux-mêmes dans une autre position qui va donner l'autorisation à leur jeune adolescent de prendre une position adulte avec une responsabilité relationnelle et une capacité à leur tour de transmettre. Alors du côté des maternités, c'est assez évident, mais ça peut jouer à d'autres niveaux dans la société, comme Jean-Luc le disait tout à l'heure. Il me reste combien de temps, Jean-Luc ? 5 minutes. Alors, il faut avancer en fait. Oui, voilà, donc dans la méthodologie, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais si vous avez des questions, vous pourrez venir me voir à la pause café. J'ai utilisé les génogrammes. Donc, en gros, j'ai utilisé des génogrammes classiques, le génogramme libre, qui est une représentation libre de la filiation instituée, et puis le génogramme imaginaire, qui est un outil qui permet d'avoir accès à la constitution d'une famille de cœur. Donc j'ai proposé aux adolescents de faire ces génogrammes tels qu'elles se le représentaient avant la maternité et tels qu'elles se le représentaient une fois devenue mère. Alors dans les résultats ont tout à fait confirmé en fait cette hypothèse et je vais vous donner un exemple. Vous pouvez avancer jusqu'à... Oui, donc en gros, je vais passer assez rapidement, mais j'ai surtout proposé que la maternité adolescente, c'était une tentative de solution face à une forme d'inertie du système. Là où il y a un défaut de contenant familial, là où il y a un défaut de contenant de la société, eh bien les jeunes vont trouver une solution en s'emparant, en imposant ce passage et ce changement, en s'emparant des pouvoirs reproducteurs. Donc les rites de passage soutiennent en fait cette mobilisation. Si le jeune ne se met pas au travail pour s'emparer de cette nouvelle place dans la société, et si les parents ne font pas ce travail de transmission des pouvoirs reproducteurs, dans la construction des rituels de passage, il y a un soutien à cette mobilisation, donc on sent vraiment comment ça s'articule en fait dans des contenants qui vont soutenir la mobilisation, la symbolisation et la transformation. Là où il y a un défaut de ces contenants, mon hypothèse c'était de dire la maternité, elle est une mise en acte, une mise en corps, certes violente puisqu'il y a quand même pas mal de conséquences dans ces maternités adolescentes. Voilà, donc je vous propose de vous montrer rapidement. Tu n'as pas intérêt à y entrer, ou alors moi avant. Après la naissance de son bébé, elle dit: ma place a changé. Je n'étais plus une jeune ado qui faisait sa crise, mais une mère avec des responsabilités. J'ai une place dans la famille en tant que mère. On peut passer le slide. Et donc, là, il y a une illustration qui montre, je trouve, avec beaucoup de clarté,
Donc on voit que dans la façon dont elle se représente sa famille d'origine avant la naissance du bébé, on voit qu'elle met la famille d'un côté et puis à côté elle met moi. Donc elle traduit quelque chose d'une désappartenance, d'un sentiment de non-appartenance à sa famille. Et puis là c'est vraiment très net. Dans son génogramme libre, après la naissance de son bébé, elle dessine un génogramme libre qui est très proche d'un génogramme classique. Donc c'est comme si l'accès à la maternité l'avait réintroduite dans des liens d'appartenance et lui avait permis de trouver sa place, une place différente, autre dans la génération, dans sa famille. On peut un petit peu avancer, comme ça je vais clôturer, si j'ai encore une minute. Voilà. Donc ce qui me semble important dans cette... Vous pouvez avancer les slides en fait. Encore un. Voilà. Ce qui me semble important chez ces jeunes, c'est vraiment... alors j'ai pas pu vraiment beaucoup développer pourquoi j'en arrive à ces conclusions-là. C'est vraiment de pouvoir travailler dans la dentelle avec elles autour d'une réinscription dans leur généalogie. Qu'elles puissent travailler à sentir une appartenance. Donc il s'agira de soutenir un ancrage narcissique, de se sentir exister pour elle-même en lien avec une appartenance familiale. On peut avancer. Alors le deuxième aspect qui me paraît important, c'est le travail du groupe avec ces jeunes. Et je trouve que c'est fort traduit dans les premières interventions de cette journée. Il me paraît important de soutenir la transmission des pouvoirs reproducteurs et donc de la responsabilité relationnelle dans une modification des relations parents-enfants, en travaillant en présence des parents d'origine de ces adolescentes, mais aussi et surtout en travaillant à une réaffiliation groupale. Parce qu'il me semble que c'est là aussi que ces jeunes vont pouvoir trouver une place dans la communauté, comme ça a été très bien traduit aujourd'hui. Donc l'ancrage dans un réseau de liens me paraît vraiment fondamental pour qu'elles puissent sentir l'importance qu'elles ont dans la communauté et la responsabilité qu'elles peuvent avoir pour changer aussi le fonctionnement de la communauté. Vous pouvez encore avancer. Alors je voulais vous dire que si vous avez envie d'avoir plus de détails sur ce que je viens de vous raconter très rapidement, j'ai écrit un article qui a été traduit en portugais, donc ce sera peut-être plus simple pour les Espagnols que le français, donc dans un livre, un ouvrage collectif qui a été publié au Brésil. Et donc à nouveau, n'hésitez pas à venir vers moi, je vous transmettrai ce document pour ceux qui sont intéressés. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Cindy Motry. Je passe tout de suite la parole à Anne-Christine Francard, donc de l'Université catholique de Louvain et aussi de l'hôpital Saint-Pierre à Ottignies, du service de pédiatrie, avec une communication intitulée comme ceci: comment la temporalité vient-elle questionner le diagnostic d'état limite chez l'adolescent? Apport d'un travail psychodiagnostique au sein d'une équipe pédopsychiatrique d'un hôpital général. Anne-Christine. Buenos días todos, todas. Voilà, donc je suis ravie de vous transmettre les réflexions de mon équipe. Donc c'est tout un travail de co-construction de savoir dans mon équipe de pédopsychiatrie qui dépend effectivement du service de pédiatrie d'un hôpital général, où nous avons été confrontés et on retrouve vraiment des liens avec des problématiques beaucoup plus universelles liées à la pandémie, d'un très grand nombre de jeunes qui nous sont arrivés via les consultations ambulatoires, équipe dans laquelle je travaille, où je réalise essentiellement des bilans pluridisciplinaires, avec une collègue pédopsychiatre, 2 collègues psychologues, 2 collègues neuropsychologues, une logopède et une kinésithérapeute. Donc ça c'est ma petite équipe, mon équipe ambulatoire, mais avec beaucoup de liens aussi avec le service hospitalier qui lui a été confronté à une augmentation exponentielle du nombre de jeunes qui sont arrivés via les urgences. Il faut savoir qu'entre l'année 2020 et l'année 2021,
ce nombre de jeunes a doublé. Donc voilà, avec des accompagnements et des prises en charge qui ont vraiment dû se réfléchir à plusieurs. Voilà, donc il nous semblait important, dans ce contexte énormément sollicité par la clinique, de nous donner une grille de lecture approfondie, et on a souhaité réfléchir ensemble sur la question du psychodiagnostic et en particulier sur celui d'état limite. Donc dans un premier temps, je pourrais peut-être avoir la diapositive. Résoudre par des moyens de bricolage. Ben, c'est important de l'avoir. Ah, voilà. Bon, soulagé. Voilà, parce que c'est effectivement un PowerPoint qu'on a co-construit à plusieurs, et je trouvais quand même important de pouvoir le soutenir, enfin soutenir mon intervention avec les images. Donc peut-être la diapositive suivante, puisque la question, voilà, qui a animé notre réflexion est ici dans le titre. Diapositive suivante. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter ce que dit le DSM-5 de l'état limite. Alors en soi, c'est pas tellement intéressant. Donc là aussi, on prend énormément de distance par rapport au DSM. Mais ce qui est quand même intéressant, donc en lisant ici la définition, c'est la place de l'instabilité. Donc le DSM souligne l'instabilité des relations interpersonnelles, de l'image de soi, des affects, et l'impulsivité. Or, il faut savoir que les jeunes dont je vais vous parler sont souvent diagnostiqués avec des troubles de l'attention et l'hyperactivité. Donc, avant que nous ne les rencontrions, ils ont ce diagnostic, souvent avec la médication qui y est liée, et parfois aussi avec des suivis neuropsychologiques qui peuvent vraiment s'avérer vains. Donc, voilà. Prenons en considération le DSM simplement au niveau du sommet de l'iceberg. Ça ne dit absolument rien de la souffrance de ces jeunes, ça ne dit absolument rien de leur construction psychique. Alors des auteurs nous ont aidés, nous ont accompagnés dans notre réflexion psychodiagnostique, et le premier, diapositive suivante, voilà, c'est André Green. Donc évidemment André Green est incontournable. Donc tout au long de sa vie, il a énormément réfléchi à la question de l'état limite. Dans ses premiers textes, dans les années 70, il était déjà extrêmement riche dans son élaboration, et nous l'avons suivi comme ça dans ses textes en équipe jusqu'à son dernier texte qui date de 2011. Donc j'ai repris ici ce que André Green nous dit de la confusion. Donc il nous dit: dans la cure d'un état limite, ce qui frappe au premier abord est une grande confusion, toutes les limites sont brouillées, ce qui entraîne une confusion des niveaux, des affects, de la pensée, du discours, des personnes. Donc on voit que ça affecte aussi la syntaxe, la forme du discours. Un deuxième auteur qui nous a aidés, qui nous a éclairés, qui nous a mis au travail, la diapositive suivante, c'est Jean Bergeret. Donc Jean Bergeret, lui, il est directement connecté à cette dimension d'historicité qui nous anime dans notre réflexion, puisque Jean Bergeret va distinguer deux temps du traumatisme. Voilà, donc les deux temps du traumatisme. Il va parler d'un traumatisme désorganisateur précoce qui survient selon lui en période anale. Ce traumatisme conduit à une sorte d'arrêt du développement libidinal qui empêche le sujet à aborder la problématique oedipienne. Donc on voit un arrêt du développement pré-oedipien, et ça c'est important de bien l'avoir en tête. Et puis il va parler d'un second traumatisme qui peut entraîner une décompensation. Et notre hypothèse, c'est que la pandémie, pour les jeunes dont il est question, a joué comme second traumatisme, par les effets d'isolement que ces jeunes ont vécu, l'absence de tiers social, la fermeture de tous leurs lieux de socialisation, et on va voir combien il y a eu des décompensations chez eux. Alors pour revenir à André Green, donc la diapositive qui suit.
Donc André Green est aussi très winnicottien dans sa pensée. Et c'est vrai que Winnicott aussi nous soutient beaucoup dans notre réflexion. Et il dit les cas limites sont caractérisés par l'incapacité de créer l'espace potentiel. Au lieu des phénomènes transitionnels, il crée des symptômes qui en remplissent la fonction. Donc retenons bien cette impossibilité justement de tiers-céiser les choses, donc l'impossibilité comme ça d'espace entre deux. Alors maintenant, toute la question qui se pose, c'est mais qu'est-ce qu'il en est pour l'enfant et l'adolescent, puisque André Green, Jean Bergeret ont réfléchi davantage au niveau de l'adulte. Et là, l'auteur qui vraiment nous a apporté un éclairage, c'est Bruno Falissard, donc, qui est un pédopsychiatre français, qui a écrit un article de synthèse concernant l'état limite chez l'enfant et l'adolescent. Donc je ne vais pas tout reprendre des propos de Bruno Falissard, mais il reprend dans la littérature des auteurs qui sont pour ce diagnostic, d'autres auteurs qui sont contre, et on voit qu'il y a vraiment des nuances, et sa position qui est aussi la nôtre, en s'appuyant sur celle de René Misès, c'est d'utiliser davantage le terme de pathologie limite, et en disant que plus on intervient tôt, plus évidemment on va pouvoir activer les potentialités évolutives de ces jeunes, et donc d'avoir un meilleur pronostic. Donc c'est notre position d'équipe. Donc la diapositive suivante revient sur ce que dit René Misès des pathologies limites chez l'enfant et l'adolescent, en parlant d'une absence de configuration oedipienne, des problèmes au niveau de l'autonomie, avec des mécanismes de défense de type clivage, déni, projection, et surtout ce défaut d'étayage, donc avec les échecs du registre de la transitionnalité. Très rapidement, je vais passer, c'est la diapositive qui suivait, donc René Misès et Bernard Gols. Voilà, donc j'ai déjà abordé les propos de René Misès. Bernard Gols, lui, ce qu'il ajoute à la réflexion, c'est aussi un fonctionnement borderline de notre société. Et donc là, on peut faire le lien avec le DSM, qui est vraiment cette clinique de l'instant, donc ce sommet de l'iceberg, alors qu'on n'aborde pas justement toute l'histoire de ces jeunes, toutes les problématiques qu'ils ont vécues dans leur petite enfance. Voilà, je vais illustrer mon propos, ce sera beaucoup plus clair, avec la situation d'Arthur. Donc Arthur que je rencontre pour la première fois en février 2021, donc Arthur qui est né en 2008, qui a 14 ans lors de la première consultation. Donc il faut savoir que nous rencontrons toujours en première consultation les parents, le jeune, et nous sommes toujours à deux. Donc ici avec ma collègue pédopsychiatre. Ce que nous apprenons dans cette première consultation, c'est qu'Arthur ne fréquente plus l'école depuis plusieurs mois, donc il est en complet décrochage. Il reste complètement cloisonné chez lui, dans sa chambre, il ne veut même plus sortir pour n'importe quelle activité, même faire des courses, et il passe sa journée sur les écrans. Donc les écrans ont pris pour lui vraiment toute la place jusqu'à 5-6 heures du matin, donc il est complètement désorganisé aussi par rapport à la vie familiale. Ce qu'on apprend également, c'est que les parents d'Arthur se sont séparés quand il avait 8 ans, avec beaucoup de violence à l'intérieur donc, de ce couple parental. La mère reçut énormément de coups de la part du père. Et lors de la dernière bagarre, donc juste avant la séparation, c'est Arthur lui-même qui a fait appel à la police. Donc on voit la place qu'a pris cet enfant au sein de la famille. Actuellement, donc, quand je le rencontre en février 2021, il ne veut plus du tout voir son père. Il n'a plus vu son père depuis 2 ans. Il vit avec sa mère chez sa grand-mère maternelle et sa petite sœur. Et Arthur lui-même se montre parfois très violent, en particulier vis-à-vis de sa grand-mère. Voilà, alors ce qui nous semblait important, c'est de pouvoir approfondir donc, ce psychodiagnostic avec l'aide d'outils projectifs. Donc ici, la diapositive suivante, c'est l'apport important pour nous du test TAT, donc le Thematic Apperception Test. Donc la littérature aussi apporte un éclairage concernant le test, les problématiques du test ou les spécificités du test chez les enfants et chez les adolescents qui ont des problématiques limites. Alors ce qui est mis en évidence dans les protocoles, c'est vraiment les problèmes de liaison.
Les mots liens font défaut. L'analyse formelle aussi, donc les mots, les articulations aussi montrent des problématiques au niveau de la structure du récit. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'impossibilité de traiter la fantasmatique oedipienne. On est dans le pré-oedipien chez ces jeunes, et avec des organisations défensives qui contiennent difficilement les angoisses. Et comme je le disais en abordant la question des espaces transitionnels, difficulté aussi au niveau de l'ambivalence, impossibilité d'intégrer l'objet total. Donc l'objet ne peut pas être à la fois bon et mauvais, donc on est davantage dans des mécanismes de clivage. Ici, je vais assez rapidement, vu le temps qui m'est imparti, présenter les deux premières planches du TAT d'Arthur, parce que je trouve qu'elles sont assez significatives de la façon dont il s'est présenté avec ce média test projectif. Donc la première planche ici, donc je rappelle la consigne qui est donnée à ces jeunes, c'est d'imaginer une histoire à partir de la planche, et on voit combien Arthur va d'abord se raccrocher à la perception. Donc toutes ces histoires vont toujours commencer par « je vois », « je vois », « je vois ». Donc il perçoit bien les éléments de la planche, donc il perçoit bien l'enfant, donc on n'est pas du tout dans des tests projectifs psychotiques, il y a une bonne perception de la réalité. Donc un enfant devant un violon qui n'arrive pas à jouer ses notes et qui en a marre. Donc ce constat, et puis il le dira, donc c'est tout, voilà, donc il ferme la possibilité d'aller plus loin, c'est sa façon de se présenter. Donc le fait d'en porter énormément sur ses épaules, d'en avoir marre par rapport à tout ce qu'il vit, et d'avoir cette dimension un peu aussi dépressive à l'arrière-plan. Alors ce qui est intéressant, c'est la deuxième planche, dont le contenu latent est oedipien, donc la planche 2. Ici, il continue en disant donc « je vois ». Il va voir les éléments de la planche, donc une femme avec plusieurs livres dans un champ, il voit le cheval, et puis il va être assez incertain par rapport à ses perceptions, il ne sait pas trop, c'est une maison, une ferme, je ne sais pas. Mais ce qui est important en terminant ici son récit, c'est tout le monde regarde dans des sens différents. Il n'y a pas d'histoire à proprement parler. On peut percevoir aussi sa difficulté aussi dans son histoire, à mettre des mots aussi sur son histoire, donc tout ce qui est interrelationnel et problématique chez Arthur. Un autre élément qui m'aide beaucoup dans la rencontre de ces jeunes et dans la compréhension de leurs difficultés et de leurs souffrances, c'est la diapositive suivante qui est l'apport du modelage du bonhomme. Donc, j'essaie de... Je pourrais avoir la diapositive suivante, s'il vous plaît? Voilà. Donc, dans un enseignement qui m'a été transmis par Françoise Dolto et par donc, les séminaires qu'elle a pu donner, ce modelage du bonhomme nous donne vraiment un accès à l'image du corps de ces adolescents. Donc, je ne vais pas reprendre ici les apports vraiment très très importants du modelage du bonhomme comme reflet du processus de symbolisation, comme moyen d'appréhender la structure psychique du jeune, comme mise en évidence des agressions corporelles. On peut vraiment percevoir chez des jeunes où il y a eu des agressions combien leur modelage du bonhomme en est affecté. Donc voilà, je vais passer plus rapidement pour pouvoir vous présenter le modelage du bonhomme d'Arthur, la diapositive suivante. Voilà, donc ce que Arthur, d'abord au niveau du choix des couleurs, c'est vraiment intéressant puisque ce qui est toujours proposé, donc Françoise Dolto est très rigoureuse aussi dans sa méthodologie, c'est 7 couleurs, et ici on voit que Arthur choisit uniquement le noir et le blanc, donc voilà, ça dit aussi quelque chose par rapport à ce choix. Et en modelant son bonhomme, il va beaucoup parler en se projetant un petit peu sur le personnage qu'il est en train de modeler, donc cet homme de 34 ans dont il me parle, qui est en fait un héros de ces jeux vidéo. Donc les jeux vidéo prennent vraiment beaucoup de place pour lui, et c'est vraiment intéressant de pouvoir mettre en contraste à la fois ce super-héros dont il me parle et le personnage figé, aplati sur la feuille qu'il est en train de construire.
Donc sur le plan psychopathologique, que peut-on retenir de ces outils projectifs? C'est la diapositive suivante. Donc c'est la fragilité des assises narcissiques de ces jeunes, ce défaut d'étayage, comme je le disais, le traitement impossible de la fantasmatique oedipienne, donc ils ont vraiment énormément de difficultés à élaborer l'impact du renoncement à l'objet, l'absence de tiers, donc on a pu percevoir aussi un peu plus en direct avec la planche 2 du TAT. Et alors, ce qui est important aussi, c'est au niveau de la relation entre la mère et le jeune, l'enfant qui est mis aussi dans une place importante de réparation. Et c'est ce qui est apparu très rapidement dans les entretiens conjoints mère-enfant, où ce jeune avait vraiment une place, alors ici on pourrait dire, de réparation, de compensation chez cette mère qui était extrêmement aussi fragile. Donc, l'analyse psychopathologique n'est utile que si elle nous aide sur le plan de la position qu'on peut prendre comme intervenant dans les consultations. C'est la diapositive suivante. Et alors, je pourrais assez rapidement, malheureusement, nommer la position qu'on prend. Donc là, c'est une diapositive qui a été proposée par ma collègue pédopsychiatre, qui elle est plus lacanienne que moi, mais en même temps, c'est la position qu'on a pu occuper à deux dans les consultations. Donc l'empêcheur de tourner en rond. De travailler vraiment sur le plan de la séparation. Donc à la fois on a soutenu la mère à entamer un travail thérapeutique pour elle, et à la fois, et ça a pris plusieurs consultations, on a permis à Arthur de pouvoir se resocialiser, de se reconnecter avec le scolaire, en commençant par l'école que nous avons, l'école à l'hôpital, où ce jeune a pu prendre une place non sans difficulté dans ce petit groupe scolaire. Donc la dernière diapositive que je vais vous présenter, donc c'est concernant les dispositifs. Donc ces jeunes nous amènent aussi à être très créatifs et à pouvoir réfléchir aux dispositifs que nous leur proposons. Donc proposer des dispositifs cliniques à médiation. Donc on voit déjà combien les outils projectifs, le TAT, le modelage du bonhomme aident aussi au lien, à la relation de confiance, à la façon dont ces jeunes peuvent se poser dans les consultations et commencer à élaborer. Donc voilà, cette élaboration qui n'est pas simple, avec tout ce qui est souffrance sur le plan du symbolique. Et actuellement, nous avons aussi le projet pour ces jeunes, en partenariat avec l'école à l'hôpital, donc l'école du Ponceau, de travailler avec une ASBL qui s'appelle Art République et qui utilise l'outil vidéo comme médiateur relationnel. Donc on part de l'hypothèse qu'une des problématiques de ces jeunes liées à la dépendance aux écrans, qui était vraiment très très présente chez Arthur, c'est pas l'objet écran qui pose problème, ni l'outil jeu vidéo, mais c'est vraiment l'utilisation qu'ils en font dans une forme d'aliénation. Et donc notre idée, c'est de lancer un autre mouvement pour pouvoir travailler ces différents sujets, objets, dedans, dehors, avec cette médiation. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Anne-Christine, pour ton exposé, malgré aussi les difficultés techniques et les ajustements encore nécessaires. On a une dizaine de minutes maximum pour quelques questions et peut-être un échange. Qui est-ce qui veut intervenir ? Muchas gracias por las intervenciones, muy interesantes todas. La pregunta que yo quería hacer a la doctora Cindy Motry es si es que esta búsqueda de independencia y autonomía puesta en el cuerpo de las adolescentes podría también ser, o podríamos entenderla también reforzada en procesos migratorios de niñas y adolescentes no acompañados. Aquí hemos visto que en algunos casos adolescentes que han llegado sin acompañamiento de sus padres, al poco tiempo de haber llegado han quedado embarazadas. Entonces, este cuestionamiento también se ha hecho en estas unidades, tanto en zonas de frontera como acá. ¿Cómo entender este embarazo adolescente que se ha generado en estos grupos? Muchas gracias. Merci Paola pour cette question. Alors, je vais faire le lien plutôt avec ma clinique. Donc, moi, je fais au centre médical pédiatrique où je travaille, je suis thérapeute du lien parent-bébé. Et il nous arrive assez régulièrement d'avoir des jeunes femmes en situation d'exil ou de migration qui sont en rupture avec leur famille et avec leur pays d'origine et qui, du coup, tombent enceintes, mais c'est presque condensé, c'est-à-dire que ce qu'on remarque, c'est qu'elles sont dans une profonde solitude et que le fait de donner la vie, c'est aussi donner la vie, c'est à chaque fois un espoir de changement, un espoir de réinscription dans la vie. Donc je pense que ce qui est important pour ces jeunes, c'est pouvoir travailler avec elles sur, malgré la rupture avec leur pays d'origine et leur famille,